Les grands enjeux sur Dr TV en numéro spécial. Nous recevons depuis donc la salle de conférence Fazao de l'hôtel du 2 février de Lomé le professeur Cheikh Oumar Bagayoko. Il est informaticien médical à l'ère où l'on parle de la numérisation, de la digitalisation de la santé. L'Hackathon, un des ateliers qu'organise le DigiSanté, le Centre malien d'innovation et de santé digitale. Ce sont des ateliers à l'endroit donc des étudiants, des apprenants qu'organise ce centre chaque année depuis 6 ans maintenant. L'Hackathon de Lomé s'est déroulé du 10 au 13 à Lomé et dans l'entre-deux ateliers, nous avons quand même pu avoir la possibilité, l'opportunité d'avoir le professeur qui a fait un break pour parler avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et merci surtout donc de faire ce break-là et d'accepter parler avec nous du sujet. Les enjeux, surtout l'un des enjeux, j'allais dire, c'est de ne surtout pas répéter les erreurs qu'on fait, ceux qui ont commencé avant peut-être d'avoir les aspects liés donc à cet enjeu. Comment est-ce que l'atelier s'est déroulé jusqu'ici? Bonjour, bonjour à vous, bonjour aussi à vos téléspectateurs. Jusque-là, l'atelier de Lomé se déroule très bien. Depuis le lundi passé, on est là, tous les apprenants sont présents. Donc tout se passe bien à l'hôtel 2 février ici. Donc et on n'a aucun problème en particulier. Alors c'est vrai que près d'une cinquantaine d'apprenants réunis à l'hôtel de 14 pays. Alors comment est-ce que vous vous êtes pris pour regrouper tout ce monde-là en termes d'organisation? Ça n'a peut-être pas été facile. Et comment est-ce que vous le faites? Quel en est l'objectif majeur? Alors, je vais commencer par la dernière question. L'objectif, comme vous avez dit au départ, il y a des enjeux aujourd'hui pour la digitalisation et l'un des premiers enjeux, c'est juste de bien former les ressources humaines. Parce que lorsqu'on parle de digitalisation, très souvent, les gens pensent que pouvoir toucher un ordinateur, pouvoir utiliser un ordinateur, ça suffit pour parler de la digitalisation. Donc, on a fait le constat que dans nos pays, les projets sont en train d'être multipliés alors que les gens ne sont pas formés. Donc depuis 6 ans, nous avons mis en place ce qu'on appelle un diplôme interuniversitaire en santé numérique dont le but n'est pas de former les spécialistes, mais de donner des bases conceptuelles et méthodologiques, mais aussi les bases de gestion des projets de e-santé aux professionnels de la santé, aux informaticiens, start-upers et même aux responsables des ministères de la Santé. Donc pour qu'ils sachent comment on doit s'y prendre pour bien mettre en place un projet de santé numérique qui puisse être cohérent, mais qui puisse être pérenne aussi dans la durée et permettre la prise en charge continue du patient et le pilotage de la santé publique. Donc ça, c'est vraiment le but. Et donc, depuis 6 ans, il a été créé ce diplôme interuniversitaire à l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako, en collaboration avec les universités Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Donc depuis 2 ans... Et Lomé donc a rejoint... Exactement. Donc depuis 2 ans, l'Université de Lomé a rejoint. Donc pour sélectionner les candidats, on fait un appel à candidature chaque année, donc qui est ouvert à tous les pays d'Afrique francophone et on sélectionne les dossiers de ceux dont on pense qu'ils peuvent impacter après la mise en œuvre de la santé numérique dans les différents pays. Donc ce n'est pas ouvert seulement aux pays, aux universités qui tiennent la formation, mais à toute l'Afrique. Et c'est complètement sponsorisé par la Fondation Pierre Fabre. Alors, dites-moi, est-ce que la sélection tient compte d'un certain nombre d'éléments précis? On ne va pas parler de critères en tant que tels que vous pouvez partager avec nous. Alors, effectivement, la sélection tient compte d'abord du profil du candidat, parce qu'on tient à ce que ce soit un peu équilibré. Donc, ce qu'on sélectionne, ce sont les professionnels de la santé, qu'ils soient médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, mais là où on pense qu'il est dans un positionnement, que ce soit à l'hôpital, dans le centre de santé ou au ministère de la Santé, qui peut impacter après sur l'utilisation de la santé numérique. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de start-up aussi dans nos pays, donc
prend ces innovateurs aussi pour leur montrer quelles sont les bases, parce qu'il ne suffit pas de développer les outils, il faut que les outils puissent répondre aux besoins du métier. Donc on les apprend à faire ça. Il y a aussi les responsables au niveau des ministères de santé qui sont souvent responsables de la santé numérique mais qui n'ont pas de formation, mais aussi on les forme à comment mettre en place, par exemple, élaborer non seulement les stratégies de santé numérique pour le pays, mais comment le dérouler aussi avec les différents acteurs comme les professionnels de la santé ou les informaticiens. Donc on tient compte de ces éléments-là. Donc l'élément, le pétale, c'est est-ce que la personne peut impacter après. Bon, on prend moins d'étudiants, sauf des étudiants en fin de cycle, qui s'intéressent au domaine parce qu'on pense qu'il faut former aussi certains qui vont faire de cette santé numérique leur carrière. Agir, pouvoir organiser, pouvoir être un incubateur, c'est-à-dire que d'un environnement précis par rapport à la santé numérique. Donc, véritablement, la question, ce sont les acteurs de cette santé numérique. Mais aujourd'hui, quelles sont les notions que recouvre la santé numérique? Parce que quand on en parle, vous l'avez dit, il suffit pas donc de mettre ensemble un réseau d'ordinateurs ou bien de développer des applications, des outils pour parler de la santé numérique. À quoi fait-on recours quand on parle de la santé numérique et surtout pour nous, Africains? Alors, la santé numérique, aujourd'hui, le numérique est transversal, donc ça couvre tous les domaines de la médecine. Mais si on se place dans un contexte africain, je pense que si on veut être raisonnable, on va rester dans le domaine des soins. Je donne un exemple concret. Par exemple, comment les gynécologues, les radiologues au niveau de Lomé, qui sont plus concentrés dans la capitale togolaise au détriment de l'intérieur du pays, comment ils peuvent se rendre disponibles et comment ils peuvent distancer un patient qui serait à l'intérieur du pays sans que cela ne puisse faire des milliers de kilomètres pour venir faire à Lomé juste une échographie parce qu'il y a une urgence. Donc on va mettre en place un système de télémédecine par exemple qui va permettre aux spécialistes à Lomé de pouvoir intervenir à distance parce qu'il y a une sage-femme qui est formée, qui est capable de faire l'échographie et l'envoyer sur la plateforme de télémédecine et le gynéco à partir de Lomé va lui dire il n'y a pas de souffrance fétale, voilà ce qu'il faut faire, ou va lui dire vous ne pouvez pas gérer ce cas, il faut nous l'envoyer. Donc ça permet d'éviter des évacuations sanitaires systématiques qui sont coûteuses en termes d'argent, mais aussi en termes de vies humaines parce que nos réseaux routiers ne sont pas aussi développés. Et l'autre chose qui intéresse beaucoup les gouvernants, en tout cas que j'ai constaté au Mali, c'est comment on peut optimiser la gestion des ressources au niveau de l'hôpital. Nous avons constaté, même si le cœur de l'informatisation de l'hôpital c'est le patient, mais ce qui intéresse les gouvernants des hôpitaux, ce sont les ressources, surtout financières. Nous avons constaté partout où on a essayé d'informatiser l'hôpital, les recettes mensuelles, par exemple, ont augmenté de 200% et même 300% dans certains cas. Et ça permet de fluidifier le flux du patient parce qu'on dématérialise même le paiement. Le patient peut payer par mobile money avant d'arriver à l'hôpital. Dès qu'il arrive, on va l'orienter vers son médecin. Et ça permet aussi aux médecins peut-être de faire moins d'erreurs dans la prise en charge parce qu'ils vont avoir le dossier unique du patient qui est informatisé. Ils vont savoir ses antécédents, donc ils apprennent mieux sur le patient. Donc l'accès au dossier est beaucoup plus facile. Et en même temps, en termes de suivi du parcours du patient également, donc on a les outils nécessaires pour pouvoir donc se dire, on l'appréhende. Et en même temps, vous le dites, on arrive aussi en même temps à dominer les déserts médicaux. Parce que dans nos pays, il y a quand même un certain nombre de similitudes et on vous l'entend dire. Mais quand nous disons ne pas répéter les erreurs de ceux qui nous ont devancés, quels sont les défis, les enjeux? Alors, les défis, le premier défi pour nous, à ne pas répéter pour les pays que les pays qui ont une certaine maturité connaissent, c'est le défi de la fragmentation. C'est-à-dire ne pas développer un outil par problème, parce que tout est centré sur le patient. Si on développe une plateforme de télémédecine, la plateforme doit être capable de prendre en charge le patient
dans le domaine du diabète, dans le domaine de cancérologie, dans le domaine de l'hypertension. Mais quand on développe un outil par problème, on va voir qu'on ne résout pas le problème parce que le patient il va passer du cardiologue à celui qui va voir les reins, oui. Il va passer de celui qui regarde les reins peut-être au médecin généraliste. Ouais. Donc la coordination des soins va être fragmentée. Donc on n'arrivera pas vraiment à assurer la continuité des soins et on n'arrivera pas à piloter la santé publique aussi. Donc cela limite la multidisciplinarité donc de la prise en charge en quelque sorte. Exactement, exactement. Donc ce qu'il faut faire dans ce contexte, c'est d'essayer de commencer par la mise en place d'une stratégie de santé numérique qui va mettre en place les soubassements, comme si on construisait une maison. Et parmi ces soubassements, c'est de mettre en place un cadre, par exemple, d'interopérabilité qui fait qu'on va dire à tout le monde, utilisez, développez toutes sortes d'outils que vous voulez, mais voilà les contraintes techniques en termes d'échange d'informations que vous devez intégrer dans votre outil pour pouvoir échanger de l'information. Échanger l'information entre l'hôpital et le laboratoire en ville, échanger l'information entre les médecins au sein d'un hôpital, entre des hôpitaux dans le pays. Oui. Et dans ce domaine aussi, il faut mettre en place un élément clé qui est l'identifiant unique du patient, qui ferait que le patient, quand il est vu à Lomé, on fait que ce patient a été vu à Lomé, c'est pas parce qu'il part à Cara, on va le comme un nouveau. Exactement. Alors X dans tel qui va un autre pour être une certaine traçabilité. Exactement. Et qui va lui permettre même en fait d'échanger des informations avec l'assurance maladie. S'il est assuré, ça permet aussi de faciliter justement le mouvement en fait des soins au niveau de l'assurance maladie parce qu'on voit dans les problèmes entre l'assurance et les pharmacies, les hôpitaux, parce que les informations ne sont pas traitées à temps. Donc il faut commencer à mettre en place... résoudre déjà le problème de recouvrement et de remboursement, justement. Exactement. Donc il faut commencer à mettre en place ces soubassements-là dans nos pays. Les pays qui ont une certaine maturité ne l'ont pas fait parce que ce n'était pas connu au départ, mais nous devons apprendre ces leçons. Donc ce n'est pas une course de vitesse, ça devrait être plutôt une course de fond, en commençant par mettre en place un soubassement solide. Et partir à point en quelque sorte. Exactement, et ensuite développer tous les services que nous voulons. Mais en ce moment, on est sûr qu'on peut assurer la continuité de la prise en charge, on est sûr qu'on peut piloter la santé publique parce que les informations peuvent remonter à l'hôpital, de l'hôpital vers le ministère de la Santé. Et à partir du moment où il y a un événement anormal, comme une épidémie, on fait directement et on va prendre les mesures nécessaires pour riposter contre cette Alors, on voit bien que c'est vrai, je l'avais dit, il y a des similitudes en réalité par rapport au système sanitaire des pays, surtout dans la zone francophone, mais reste encore qu'il y a au moins quelques disparités. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un système de santé à un autre, on va opter pour les mêmes stratégies où il y a des éléments aussi à prendre en compte parce que vous le dites, l'important n'est pas de courir, l'essentiel c'est de partir à point. Exactement. Ben, les stratégies, presque dans tous nos pays francophones, doivent mettre en place les bases. Donc, nous avons parlé de beaucoup de bases techniques ou des référentiels comme l'identifiant, mais une autre base, c'est la réglementation qui va permettre en fait de dire qui doit accéder à quelle information, à quel moment, s'il y a la télémédecine entre les gens, s'il y a un problème, quel est le niveau de responsabilité et qui va permettre de rendre les activités plus pérennes. Parce qu'il y a le secret professionnel aussi en même temps et puis les informations confidentielles du malade. Exactement, donc qui va permettre tout cela. Donc si on arrive à mettre tout cela en place, tous nos pays en Afrique francophone ont plus ou moins besoin de ça. Les services sont développés de façon différente, donc, mais pour mettre en place la stratégie, il faut faire une analyse de la maturité même de la santé numérique dans le pays pour regarder qu'est-ce qui manque et en ce moment mettre en place une stratégie par exemple de 5 ans pour mettre en place les fondamentaux et ensuite on peut dérouler comme la politique de santé du pays est renouvelée chaque 5 ans. La stratégie de santé
numérique être atteindre les priorités de la politique de santé du pays. C'est-à-dire qu'on connaît les goulots d'étranglement, on connaît les forces et les faiblesses. Donc en agissant, on part de palier en palier, en tenant compte aussi de l'évolution donc de la politique globale de la santé qu'on a. Alors on a d'autres problèmes. Vous avez parlé du cadre, on va dire, légal. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui peut beaucoup plus aider la médecine légale qui n'est pas forcément juridique quand on parle de cette médecine-là? On sait qu'en réalité aujourd'hui les éléments pour le légiste de pouvoir dire les causes du décès, c'est ceci pour aider en même temps à la recherche aussi et rassurer les parents sur les cas de décès, l'origine, les raisons. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Non seulement la médecine légale, mais je dirais toutes les spécialités. Effectivement, parce que lorsqu'on met en place un système d'information au niveau de l'hôpital, le système permet de retracer le patient depuis son entrée jusqu'à sa sortie. Ce qui fait que lorsqu'il y a un décès, on saura exactement à quel niveau, quel niveau. Est-ce que ce décès est lié vraiment à une mort naturelle parce que, ou est-ce qu'il y a une erreur médicale qui est la cause en fait du décès. Donc, ça donne des éléments aux médecins légistes pour pouvoir juger la cause vraiment du décès. D'un patient, d'un médecin, sinon d'un soignant à un autre, cela voudrait dire qu'on a le tableau de bord. Exactement. Voilà, du patient qui permet de savoir le chemin qu'il a parcouru. Exactement. Alors ça, on voit un peu donc les éléments qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre cela. Est-ce qu'aujourd'hui, là où on en est, est-ce qu'on a vraiment les moyens pour pouvoir assurer une digitalisation vraiment telle que vous le souhaitez, avec une bonne base? Je dirais qu'on a les moyens. Je pense qu'on manque surtout des fois de vision, mais on manque surtout des fois de patience, de conception. C'est-à-dire il faut donner le temps à la conception pour concevoir une base solide. Et l'autre problème qu'on a surtout, c'est la multitude surtout des programmes de financement en Afrique liés peut-être à un certain nombre de barres internationaux ou pas, où chacun vient avec son projet. Mais lorsqu'on met en place une stratégie qui est solide au niveau du pays, où on dit tous ceux qui veulent financer la santé, surtout la santé numérique, voilà notre ligne pour les 5 prochaines années. Je pense qu'on ne manque pas de moyens vraiment pour pouvoir mettre en place une santé numérique qui peut être développée de façon cohérente et harmonieuse et qui va répondre à nos préoccupations. Mais il faut surtout vraiment avoir une certaine synergie et ne pas aller de façon disparate. On constate, je voyage dans beaucoup de pays africains, on constate que dans le même pays, des fois, le même projet est développé 2 ou 3 fois et les projets ne se connaissent même pas. Donc, en fait, il y a les moyens, il faut simplement avoir une vision, une stratégie pour bien utiliser ces moyens-là. Alors, il ne suffit pas donc d'implanter les projets, il faut qu'il y ait un lien entre les projets et de la continuité, surtout d'un projet à un autre. Exactement. On ne vient pas, on recommence là où déjà on a commencé quelque chose. Donc, disparité il y a, on n'arrive plus à cerner en réalité l'environnement digital qu'on veut pour la santé. Alors, quand vous dites des acteurs impactants pour la digitalisation, qu'est-ce que vous entendez par là? Les acteurs impactants, ça peut être des acteurs internes. Par exemple, dans beaucoup de nos pays, ce n'est pas encore clair. Est-ce que le ministère de la Santé doit piloter la santé digitale? Est-ce que le ministère de l'économie numérique et des technologies doit piloter? Alors que s'il y a une bonne compréhension, il n'y a pas à discuter. C'est que dès qu'on parle de santé, c'est le ministère de la Santé. Le ministère de l'économie numérique est le moyen, est l'outil qui doit amener l'infrastructure. Donc les deux doivent le faire ensemble, main dans la main. L'autre chose, c'est des bailleurs internationaux qui financent la santé ou qui peuvent déjà avoir des programmes en fait de digitalisation dans leur plan, mais qui, dans la mise en œuvre, ne vont pas aller avec la stratégie du pays, mais qui vont implémenter quelque chose pour un problème. Donc, ce qui fait qu'on essaie de mettre un outil pour un problème, un outil pour le palu, un outil pour la tuberculose, un outil pour le diabète, alors qu'on va demander aux mêmes professionnels de santé d'utiliser tous ces outils. Alors que le point central, c'est le patient. Absolument. Il doit avoir un outil développé, centré sur le patient. On a toutes les informations. Le même patient peut avoir le palu, la tuberculose, ainsi de suite. Et chacun
peut tirer ce qu'il veut dans ce système-là. Donc, il faut vraiment un aspect de gouvernance. Ça, c'est l'autre élément clé. Il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit assurée au plus haut niveau du pays, au niveau des ministères de la Santé, bien sûr, en collaboration étroite avec le ministère de l'économie numérique, des technologies qui constituent l'outil. Parce que la santé numérique, in fine, ce n'est qu'un outil. Ouais. C'est tout comme le cardiologue va utiliser son stéthoscope pour écouter le cœur, on utilise le numérique pour faire en sorte qu'on puisse optimiser non seulement la prise en charge du patient, le pilotage de la santé publique, mais aussi la gestion des ressources des structures de santé. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de noter qu'il faut éviter d'émietter et de fragmenter le sujet, de le circonscrire le plus possible pour avoir une seule ligne qui permet donc d'avoir, on va dire, une sorte de focus, une sorte de target, comme on dit en anglais, où on sait d'où on part, où est-ce qu'on va, et pour quelle période, pour quel temps, tel projet ou tel projet dans la durée, et surtout la durabilité des projets qu'on met en place. Où tout le monde se retrouve, où on a la même pointe de la pyramide, et c'est ce que vous êtes en train de dire. Donc on voit les politiques, les questions aussi de financement en même temps. Mais aujourd'hui, si financement, il faut encore requérir, qui l'apporte? Alors, à mon avis, c'est l'État qui doit l'apporter. Il y a la mobilisation des ressources. C'est l'État qui doit mobiliser les ressources. Ces ressources peuvent être mobilisées au niveau national comme auprès des partenaires. Donc, l'État mobilise les ressources. Les ressources sont mises à disposition pour financer une stratégie qui est élaborée, comme vous l'avez dit, une feuille de route. Une stratégie n'est autre qu'une feuille de route pour les 5 prochaines années, par exemple, qui doit être alignée sur la politique nationale de santé du pays, parce que dans les politiques nationales de santé du pays, il y a les priorités qui sont définies. On va regarder parmi ces priorités comment le numérique peut apporter un plus pour l'atteinte de ces priorités. Donc ça ne doit pas, l'utilisation ne doit pas être simplement une sorte de gadget ou d'effet de mode. Donc on doit regarder les priorités du pays et la stratégie de santé numérique doit pouvoir aider à l'atteinte des objectifs de la stratégie de la politique de santé du pays. Alors aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de télémédecine, vous l'avez évoqué, et on parle de l'e-santé. C'est où on met le curseur, tout ça? Alors, il faut mettre le curseur sur le patient. Moi, je dirais, le patient, il est au centre. La technologie, comme j'ai l'habitude de le dire, qu'on le veut ou pas, elle est mature. Qu'on le veut ou pas, elle va continuer à évoluer. Donc, il ne faut pas utiliser la technologie juste pour utiliser. Par exemple, l'intelligence artificielle, c'est un bon outil, qu'on le veut ou pas, ça va continuer à évoluer. Mais nous, à notre niveau, nous avons besoin d'avoir des données massives qui sont bien structurées pour que ces données-là puissent être utilisées par l'intelligence artificielle. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est sur la base de l'utilisation des données. Et il faut une intelligence artificielle aussi éthique dans notre contexte, une intelligence artificielle qui est entraînée d'abord par les humains pour éviter la marge d'erreur et qu'on peut vérifier même après, savoir si l'intelligence artificielle s'est trompée ou pas. Mais sur ce plan, personnellement, je n'ai aucune inquiétude parce qu'on voit que dans les travaux qui ont été effectués dans d'autres pays comme les États-Unis ou ailleurs, on voit que l'intelligence artificielle, lorsqu'on compare à l'être humain, commet moins d'erreurs que l'être humain. Et c'est très normal parce que l'être humain qui va développer les algorithmes à tête froide, donnés à l'intelligence artificielle, alors que le médecin est dans l'urgence. Quand vous venez le voir, il peut oublier les choses d'un humain. Donc l'oubli est pardonnable. Mais sauf que lorsqu'on le répète, exactement. Et on ne fait pas l'effort de s'améliorer. Exactement. C'est en somme que cela crée un problème. C'est ça. Donc oui, l'intelligence artificielle, mais il faut que nous mettons les moyens, il faut que nous mettons les protocoles en place pour l'encadrer, il faut que nous ayons des données qui sont mieux structurées qu'aujourd'hui. Alors en termes de données justement, c'est-à-dire que d'un déficit de nos systèmes de santé, c'est que le plus souvent vous n'avez pas des données, si ce n'est des données parcellaires, on n'a pas d'études élaborées en tant que telles, et vous l'avez dit aujourd'hui, au rythme auquel évolue la digitalisation et la production des données, il y a quand même un gap important à combler. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que nous comprenions que les données sont produites à partir des soins.
que nous mettons en place des systèmes d'information au niveau des structures de soins, qu'il s'agisse des centres de santé, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse des centres régionaux. Il faut mettre en place les systèmes d'information au niveau des soins. Comme ça, le patient, tel qu'il soit, lorsqu'il rentre, on est capable de collecter toutes les données. Et d'avoir des archives sécurisées. Et ce sont ces structures qui sont, à mon avis, les sources de données qui vont alimenter le système national d'information sanitaire. Ouais. Et on serait capable d'avoir des indicateurs qui sont faits sur la base des données qui sont fiables. Oui. Sinon, effectivement, dans la plupart de nos pays aujourd'hui, c'est le pilotage à vue. Oui. Parce qu'on dit qu'il y a tel nombre de pallies, il y a tel nombre de tuberculoses. Sauf qu'on peut compter dans la même journée deux fois ou trois fois sur la même personne. Oui. Parce que la personne va partir pour pallier, par exemple, dans une clinique privée. Ils vont mettre à 16 heures, il va dire « je ne vais pas bien, je vais aller au CHU ». Oui. Ils vont mettre pas lui, mais parce que simplement, on ne sait même pas identifier de façon unique la personne d'abord. Si c'était un matricule unique, on sait que c'est le même patient. Exactement. Donc on ne le compte pas deux fois. On n'aurait pas compté 2 ou 3 fois. Ouais. Donc ouais, il faut qu'on s'intéresse aux structures de soins, qu'on les digitalise et que c'est à partir de là, on va ces structures de soins là. Leur font renseigner le système national d'information sanitaire pour permettre non seulement la planification, l'organisation de la santé, mais aussi le pilotage de la veille sanitaire ou même la prévention. Ouais. Alors, avant de revenir sur les questions d'urgence sanitaire, comme au temps de la pandémie à Covid-19 que nous tous nous avons connue, une petite pause dans cette émission pour voir un peu lors de l'hackathon de Lomé, qu'est-ce qui a été concrètement fait et qu'est-ce qui est attendu. On va parler donc de cet hackathon-là et parler donc des urgences sanitaires par rapport à la santé et nous revenons. 14 pays d'Afrique francophone ont été représentés à la 6e édition du Hackathon 2024. Son thème, action et pratique en santé, la formation apportée sur plusieurs modules. Après ces 4 jours d'intenses travaux, le bilan est satisfaisant. Pour nous, ce n'est qu'un sentiment de satisfaction puisque nous avions commencé le 10 juin, aujourd'hui nous sommes le 13 juin au soir. Nous avions pu faire la séance de clôture, la remise des diplômes a été bien faite. Je crois que les participants, comme vous pouvez le sentir, ont été fiers donc, de séjourner dans notre pays et ils sont partis maintenant outillés sur la santé digitale, ce qu'on appelle e-santé, c'est-à-dire comment on peut donc associer les nouvelles technologies de l'information et de la communication aux soins de santé. Donc on leur a donné les bases conceptuelles, les bases méthodologiques, les bases organisationnelles, donc de la gestion d'un start-up, la conduite du changement. Et donc aujourd'hui, je crois que ces professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou informaticiens, peuvent donc utiliser maintenant la santé digitale ou la télémédecine de façon efficiente, de façon réglementée, en sachant que la santé digitale ou encore de façon générale ou la télémédecine de façon particulière n'a pas que d'avantages. Il y a aussi des inconvénients. Il y a beaucoup de problèmes de sécurité de données. Et donc il faut que les professionnels de santé soient outillés, soient informés et qu'ils aient les armes nécessaires pour donc utiliser à bon escient la télémédecine ou la santé digitale au profit des patients. Suite aux présentations des 6 groupes, dans 6 projets, seul le projet Idigui du groupe 1, qui signifie « Ton espoir » en Bambara, une langue du Mali, a retenu l'attention et l'appréciation des membres du jury. L'équipe lauréate du Hackathon 2024 ne manque pas d'exprimer sa joie. Nous sommes très émus, moi particulièrement très émus, parce que ce travail, nous l'avons fait en groupe. Nous avons donné tout, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que ce projet-là soit un projet fait. Le projet, nous l'avons dénommé Idigui. C'est apporter l'innovation en termes de santé numérique dans la prise en charge des victimes de la violence basée sur le genre. Chaque apprenant est sorti de cette compétition avec le diplôme interuniversitaire DU e-santé, fruit de dur labeur. L'équipe gagnante a également reçu un prix et des trophées, symbole de sa victoire. Alors voilà donc l'élément sonore et visuel donc, qui nous situe un peu sur ce qui s'est passé à Lomé. Alors au cours de l'hackathon de Lomé, qu'est-ce qui était attendu des apprenants et au bout des comptes, qu'est-ce qu'on a pu observer?
Alors, au cours de l'hackathon, ce qui était attendu des apprenants, c'est, comme on dit, la créativité. C'est-à-dire que les groupes sont multidisciplinaires, il y avait 6 groupes, et on leur demande d'élaborer un projet structurant qui tient la route sur le plan technique, qui tient la route sur le plan politique, qui tient la route aussi sur le plan métier, qui répond aux préoccupations du métier. Donc, ils vont discuter entre eux, c'est le premier challenge. Ils viennent de différents pays, chacun veut faire passer en fait le projet. Le premier challenge pour le groupe, c'est de se mettre d'accord sur un sujet et de continuer à travailler. Parce que c'est 4 jours, c'est très court. 3 jours et demi, c'est très court. Donc, c'est pourquoi on appelle hackathon. Donc, c'est vraiment un marathon intellectuel, une compétition, mais qui est une compétition saine, qui est positive. Donc, on attendait que les groupes arrivent vraiment avec des projets innovants qui puissent répondre en fait à une préoccupation de la santé, en tout cas de leur choix. Donc, voilà. Et dans ce sens-là, je pense qu'on n'a pas déçu. Il y a 6 groupes. Tous ont présenté des projets qui tiennent la route sur le plan non seulement métier technique, mais aussi sur le plan politique. Alors, est-ce que la perspective de pouvoir financer ces projets soumis, est-ce que c'est de pouvoir maintenir ces étudiants-là en réseau, en contact, pour pouvoir donc développer la e-santé dans les pays francophones? Effectivement, c'est l'un des objectifs. Parce que l'habitude d'appeler notre DU là aussi comme un outil d'intégration africaine. Absolument. Parce que ça tourne entre les Africains, ça concerne les Africains. L'objectif, effectivement, c'est de créer ce réseau-là d'ambassadeurs de e-santé qui vont continuer. Une sorte de coopération dessus. Exactement, qui vont continuer à se parler, à se poser les questions. D'autres sont déjà dans les positions au niveau du ministère de la Santé. Avant de faire des choses, ils peuvent demander des collègues, des conseils pour vraiment continuer l'enrichissement mutuel dans ce domaine pour le bonheur de nos populations. Alors, pour le bonheur de nos populations, au bout des comptes, c'est la santé ultime du patient qui est visé. On voit donc ce qui a été fait ici, donc c'est dans ce sens-là, et se dire que l'on est paré à des situations qui se présentent, je le disais avant donc à la pause, il y a des situations d'urgence aujourd'hui où on a pu, si on avait donc une bonne base, on aurait pu utiliser donc la e-santé pour réduire les impacts des crises. Alors, dans ce sens-là, quelles sont les leçons apprises et quels sont les éléments que vous intégrez aujourd'hui pour pouvoir se parer aux situations d'urgence? Je pense que la situation de Covid-19, pour prendre cet exemple, si cette situation a eu un bénéfice, c'est, je pense, de réveiller le monde entier dans le domaine de la santé, de dire, mettez en place des systèmes d'information résilients, c'est-à-dire qui seront basés sur tout ce que nous avons énuméré ici comme fondement solide, qui permet de mettre en place des systèmes d'information résilients qui vont permettre de détecter le moindre événement qui est inhabituel. Une fois qu'on a le moindre événement qui est inhabituel, alors on peut organiser très rapidement la riposte. Et l'autre élément qui est complémentaire, c'est d'utiliser ces outils. On a vu la situation Covid-19, on essaie d'éviter qu'il y ait beaucoup de monde à l'hôpital. Donc si on met en place des systèmes, par exemple des téléconsultations qui peuvent faire en sorte qu'une personne, lorsqu'il n'a pas une maladie qui nécessite d'être hospitalisée, depuis sa maison, peut contacter en fait un centre de téléconsultation donc, au niveau de l'hôpital. Prendre les infections Exactement. Oui. Donc c'est un tout. Donc c'est pourquoi il faut vraiment bâtir un système qui soit résilient, qui soit cohérent et qui soit capable de faire face aussi à ces urgences médicales. Alors je le disais, le plus souvent c'est que ce que l'on craint, c'est qu'en venant à l'hôpital, on vient donc choper, je vais utiliser le terme, les infections nosocomiales, j'y arrive finalement. Alors c'est ça aussi ce que vous êtes en train d'évoquer, parce que pour un petit mal, qu'on se retrouve à l'hôpital, donc cela permet aujourd'hui de dire à la personne, ce n'est pas encore un cas critique, il ne faut pas venir, parce que les symptômes peuvent forcément présenter une certaine situation qui paraît très alarmante, mais quand on arrive, on se rend compte qu'en réalité, il y a eu plus de peur que de mal, c'est ce que vous dites. Alors, aujourd'hui, en termes de coordination de tout ce que vous dites, vous l'avez dit, c'est le ministère de la Santé, normalement, qui en a, on va dire, la tutelle, aidée par le ministère de l'Économie numérique. Mais en termes de coordination, aujourd'hui, si on est dans un système
de maillage national pour un pays comme le Togo. Est-ce qu'il faut un organe spécifique et quelle va être la hiérarchisation en termes d'organisation? En général, dans les pays, on met en place effectivement un organe spécifique. Chacun peut l'appeler comme il veut. Ça peut être une agence de sang pour le numérique en santé. Ça peut être une cellule qui est rattachée au ministère de la Santé. Ça peut être une agence nationale qui peut réunir les participants du ministère de la Santé et le ministère de l'économie numérique. Mais dans tous les cas, ça doit être piloté par la santé parce que les personnes de la santé ne vont répondre que à l'autorité de santé, pas à d'autres autorités. Et justement, c'est ce genre en fait d'organe qui, à mon avis, est l'outil principal de gouvernance, qui va s'atteler au fait comment est mise en place la stratégie, qui va s'atteler de la coordination en fait des activités et qui va s'atteler aussi à la conformité en fait des projets. S'ils mettent en place un cadre, par exemple, d'interopérabilité, quand quelqu'un vient avec un projet de santé numérique, il va s'assurer que ce projet répond bien à ces critères avant de donner un cutis à ce projet-là. Ça, c'est un élément très important, à mon avis, que vous venez d'évoquer. Il doit être mis en place, mais avec des personnes en fait compétentes sur les différents aspects et ne pas mettre en place simplement une structure qui peut être budgétivore comme les agences, mais qui n'a pas les compétences de faire exactement tout ce que nous venons de dire. Alors, faut-il un organe comme ça lui donner plus d'autonomie? Parce que vous le dites, les agences souvent, c'est budgétivore, ou alors il faut plus d'encadrement parce que vous avez souligné la notion de l'encadrement, de la gouvernance dans une de vos interventions. De telles structures doivent, à mon avis, avoir une autonomie de gestion. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres. Il peut y avoir un conseil d'administration, il peut y avoir un conseil de consultation qui représente l'ensemble des acteurs de la santé, même les assureurs, où chacun a son mot à dire pour chaque projet qui vont donner en fait leur cutis, parce que c'est un domaine qui est multidisciplinaire, qui est transversal. Donc tous les acteurs de la santé vraiment doivent être réunis donc au niveau de la gouvernance, parce que l'agence doit faire la gouvernance ou la direction opérationnelle, mais la gouvernance politique doit être faite par un conseil qui peut réunir au haut niveau vraiment tous les acteurs de la santé, y compris ceux qui aident les bailleurs internationaux donc, pour la santé. Et c'est ce conseil d'administration donc qui va répondre à des situations, on va dire, conflictuelles ou bien de situations qui nécessitent quand même un règlement par rapport à tel ou tel cas compliqué ou un cas où en réalité on est face à un problème, d'accord, où il faut s'expliquer, où il faut répondre. Mais en termes aussi de gouvernance, comme vous le disiez aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir pour les pays un organe unique, on va dire, sous-régional, qui puisse décliner, on va dire, les politiques, mais de manière à ce que ce soit une sorte d'horizontalité qui puisse permettre d'avoir un schéma unique, mais avec quelques éléments de spécificité. Rien n'empêche notre sous-région aujourd'hui de faire ça à partir du moment où il y a l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui avait même essayé avec une première stratégie il y a longtemps, mais qui n'est pas partie très loin. Je pense que même là, il faut, lorsque on veut mettre ce genre de stratégies en place, il faut appeler les bonnes compétences pour mettre en place ces stratégies. Après, ces stratégies peuvent être déclinées en fait au niveau des pays. Bien sûr, c'est les ministres de la santé des pays, des différents pays qui font partie, je pense, de l'OAS, donnent leur aval. Et à mon avis, ça peut être une bonne manière aussi de faire, parce qu'en ce moment, on pourrait même mettre en place des systèmes d'information qui puissent permettre de suivre les patients au niveau sous-régional. Parce qu'il y a tellement de mobilité au sein de cet environnement, de cet espace-là. Exactement. Et il y a des politiques aujourd'hui, par exemple, au niveau européen, justement, d'échange d'informations par rapport aux patients. C'est pourquoi il y a des réglementations aussi qui se mettent en place dans ça. Mais ce n'est pas chose facile à mettre en place. Mais si on a une organisation comme l'Organisation ouest-africaine de la santé, je pense que de telles organisations, en concert avec les pays, peut être capable de mettre en place une telle stratégie. Alors, parce que vous l'évoquez, on sait très bien que les populations sont très mobiles, la circulation des personnes et même des biens, parce qu'il y a des médicaments
médicaments qui franchissent les frontières et tout cela, ça m'amène justement à parler du contrôle de la gestion des médicaments qui sont des aspects aussi liés à la santé. À ce niveau-là, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être mis en place? Parce que le plus souvent, on a des défis aujourd'hui liés à la contrefaçon qui menacent quand même la santé publique. Exactement. Là, c'est aussi un défi majeur pour nos systèmes de santé qui ne peut pas peut-être résolu que par le seul outil en fait informatique, mais l'outil informatique peut jouer un rôle important. Il faudrait que mettre en place par exemple des plateformes de pharmacovigilance au niveau sous-régional qui pourront faire en sorte que tout médicament qui rentre dans le pays, ces médicaments-là sont tracés. Donc on saura, en voyant un médicament avec les codes barres, en essayant d'interroger les informations, effectivement si ce médicament est une contrefaçon ou pas. Donc il y a différentes possibilités. Les gens doivent se mettre vraiment autour de la table pour définir quelles sont les priorités et comment on va faire pour dresser ces priorités-là. D'où la nécessité de bâtir des stratégies et qui sont vraiment réfléchies avec tous les acteurs. Donc ça ne doit pas être des stratégies qui sont réfléchies par un ou deux spécialistes ou pas dans une salle. Non, ça doit être une stratégie qui vient de l'analyse approfondie de la situation des pays, donc des besoins. Et une fois qu'on arriverait à faire ça, je pense qu'on ferait un grand pas dans tout ce qui est contrefaçon aussi, ou dans tout ce qui est gestion même des épidémies ou des crises sanitaires au niveau transfrontalier. Alors c'est vrai que ça permet en même temps aussi de gérer, on va dire, les stocks, parce que le plus souvent, il y a un problème aussi en matière de gestion de médicaments. Aujourd'hui, est-ce que la santé qui est non, on va dire la médecine, je veux dire, qui est non moderne, qui est non allopathique. On parle de la médecine traditionnelle africaine, on parle de la médecine conventionnelle qui s'oppose donc aux médecines alternatives. Est-ce que aujourd'hui notre médecine locale, notre savoir-faire local peut utiliser la e-santé, peut-être intégrée à tout ce que vous êtes en train de dire? Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que oui, même si à vider, organiser ce secteur de la médecine traditionnelle là, est difficile. Et je pense en 2016, nous avons travaillé au Gabon. En tant qu'expert, j'étais au Gabon pour les aider à mettre en place la stratégie. On a inclus dans la réflexion les médecins, la médecine traditionnelle, pour la simple raison que ces médecins ces tradithérapeutes échangent des informations avec la médecine dite classique pour prendre en charge le patient. Parce que le but n'est pas d'aller les organiser pour qu'ils font comme la médecine classique, mais c'est d'avoir les bonnes informations sur les patients pour non seulement mieux soigner les patients, mais aussi pour mieux renseigner l'information sanitaire au niveau national. Parce que si on ne les fait pas intéresser, tous les patients qui vont aller à leur niveau, on ne saura pas décrire de façon fiable la situation sanitaire du pays. Donc toutes ces informations vont échapper au système. Donc ils peuvent bien participer. Tout ce qu'on leur demande, c'est une organisation pour pouvoir donner les informations par rapport aux patients qu'ils prennent en charge. Et de ce point de vue-là, moi je pense que oui, ils doivent faire partie de la réflexion. En tout cas, de toute façon, aujourd'hui, en termes de collaboration, en termes de synergie, en termes d'organisation, vous appelez beaucoup plus à créer des plateformes bien gérées, bien encadrées, mais aussi qui englobent tout le monde. On ne laisse personne à l'écart de côté, mais il faut que tout le monde soit au même niveau d'information. Et donc, la formation dont vous parlez. Aujourd'hui, vous avez indiqué donc les profils que vous prenez en charge, mais est-ce que cela pourrait être ouvert à d'autres profils dans l'avenir? Alors, c'est déjà ouvert à d'autres profils, hein, parce que il y a même des administrateurs qui sont formés. Des fois, il y a des agents des sociétés d'assurance maladie ou autres qui sont formés. Mais l'appel est vraiment ouvert. À partir du moment où on voit que c'est un acteur qui est dans le secteur de la santé, et un acteur du secteur de la santé n'est pas forcément quelqu'un qui est praticien ou autre. Qui touche à partir du
moment où on a ça, et à partir du moment où on pense que la personne peut impacter après, oui, la personne peut être sélectionnée. Donc c'est complètement vraiment ouverte à tous les acteurs qui participent au secteur de la santé. Alors l'hackathon de Lomé s'est refermé le 13 aujourd'hui. Quelles sont, on va dire, les leçons tirées, les conclusions auxquelles vous êtes parvenus, avant de voir quel message vous voudrez bien adresser à ceux qui nous regardent sur SOS Docteur TV? Alors, les leçons que nous pouvons tirer de ça, ce sont à peu près les mêmes leçons au fur et à mesure de ces 6 dernières années où on a mis en place cette formation. Nous pensons que cette formation permet en fait de créer un réseau entre Africains dans ce domaine, que cette formation permet de donner un savoir-faire aux personnes pour qu'ils puissent influer sur la mise en place de santé numérique au niveau de leur pays. Donc c'est non seulement un outil intégrateur, mais aussi c'est un outil qui va nous permettre de mieux structurer un domaine qui connaît un grand essor aujourd'hui en Afrique. Absolument. Alors aujourd'hui, s'il y a un message quand même à délivrer au niveau de tous les acteurs, parce qu'on a parlé de tous les pans, donc de tous les secteurs de la santé, mais aussi des secteurs qui s'en connaissent à la santé étant donc transversale, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Ce que je dirais aux acteurs, que ce soit gouvernants, praticiens ou autres, qu'on le veut ou pas, on disait il y a quelques années, la médecine de demain, c'est la médecine qui utilise le numérique ou la médecine de précision. Mais moi, je dirais la médecine d'aujourd'hui, parce que ça tombe sur nous, qu'on le veut ou pas, la technologie va se développer. Donc, il faut prendre au sérieux ça. Et le but n'est pas vraiment de développer des projets pour les développer. Le but est vraiment de mieux prendre en charge le patient, de piloter la politique de santé publique du pays. Et dans ce sens, le numérique est une alternative intéressante pour, en tout cas, tous les, en particulier les pays africains qui sont confrontés à toutes sortes de défis, que ce soit les défis en termes d'insuffisance des ressources humaines, que ce soit des défis en termes de gestion. Donc tous ces défis-là peuvent être dressés grâce à cette alternative-là. Mais seulement il faut avoir la vision, il faut bien réfléchir, il faut mettre en place les outils, les fondamentaux pour permettre un développement cohérent et harmonieux de cette santé numérique sur notre continent. Professeur Cheikh Oumar Bagayoko, informaticien médical, vous êtes le coordonnateur de l'hackathon de Lomé, les ateliers que vous organisez à l'endroit donc des étudiants qui sont dans le e-santé. Vous l'avez dit que la pénétration aujourd'hui de l'Internet, du numérique en Afrique nous offre des opportunités, mais encore faut-il encadrer tout cela pour qu'on ait de bons projets, qui sont des projets qui prennent en compte, qui soient des approches holistiques, plus ou moins quand même, qui pourront mieux adresser, sinon répondre aux défis auxquels donc le continent a fait face. Merci d'avoir accepté donc nous consacrer de votre temps sur SOS Docteur TV. Bon retour chez vous. On vous souhaite le meilleur sur le continent dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et que vous créiez plus d'émules pour que le e-santé de demain soit celui qui a corrigé les erreurs de nos dévanciers. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ce numéro donc spécial se referme ainsi. À très bientôt. Continuez de nous rester fidèles. Le meilleur reste à venir dans nos programmes sur SOS Docteur TV. Merci. À très bientôt.